Bonsoir. Bonsoir. Catherine. Ah ben, pour être sympa. Bonsoir Béatrice. Bon. Mais je sais tout. Bon, eh bien, bienvenue tout le monde chez Achios, chez Aubin et son équipe. Bah, l'équipe, mettez-vous là, l'équipe, on est chez vous, faites pas les timides. De toute façon, ça va être bien. Voilà. Il y a Olivier, il y a Lucie qui doit être quelque part. Voilà, Olivier. Alors, attends 2 secondes, je tourne. Voilà. Alors, donc on va pas chanter, 2 minutes comme d'habitude, pas trop de temps. Aubin va nous présenter sa société Achios, dont il ne connaît pas encore l'origine du nom. Bon, je vais faire le malin parce que je me suis renseigné. Mais vous savez ce que ça veut dire, Achios? Alors j'ai posé la question à Aubin. C'est pas du tout ce que tu penses. Alors, si c'est bon, c'est du grec ancien et ça veut dire pain. Ah ouais? Oui, donc bon, pain, agence web. Là, on le... Non, le pain, le pain pain que tu manges. Ouais. Ah oui. Voilà. Voilà, donc vous êtes avec une société de sandwich sans le savoir. Alors, que vous dire, on a fait, alors avant que je parle du club avant, excuse-moi, deux mots. On a eu un petit conseil d'administration le 4 avril sous forme d'apéro. On change le modèle, d'habitude on mange, là c'est apéro, c'est important de le savoir. Donc ce soir, soirée Achios. Au mois de mai, le 8 mai, non le 18 mai, le 16, soirée multi-entreprise, c'est le 8 juin, c'est après, soirée multi-entreprise, le 8 juin, soirée avec les participants qui sont là d'ailleurs, oui, très juste. Le 8 juin, les participants ne sont pas là. C'est 6 juin. T'as quand même 2 dates, hein, Pierre-Yves, hein. Pourquoi le 8? Le 6 juin, donc, à Pôle emploi. Ensuite, fin juin, le 22-23, Trophée des managers, où on a déjà parlé, mais le soir, on fera une soirée donc, au golfe de Nord. Et en même temps, je vous ai déjà parlé, il y a des petits prospectus. C'est le fameux Lab Opéra, le même week-end, la même semaine. On en a déjà parlé. On a fait d'ailleurs une soirée Lab Opéra de présentation. C'est un beau projet. Il y a des docs, venez nombreux. Ensuite, le 4 juillet, donc, on met les crampons, on va jouer au rugby avec l'équipe féminine, Les gazelles. des gazelles de Didier. Le 4 juillet, le mois d'août, à part mon anniversaire, il y a rien de spécial. Ensuite, le 12 septembre, on fait notre soirée de rentrée, on retourne au golfe de Nord, j'en aime bien, et en septembre, il fait encore beau. Pardon? Il fait beau? Oui. Le 12 septembre, et après, Madame le 12, c'est le 18 octobre. Voilà, le 18 octobre, une soirée avec soirée surprise. On va faire du teasing avec Raphaël. Autre chose, parce que je vous en ai parlé et du coup ça a avancé, et puis Philippe en a reparlé tout à l'heure. L'opération Dessine-moi un stylo, le rectorat m'a recontacté. Alors ils ne connaissaient pas, mais ils sont très contents. Donc c'est bien. Ils vont en discuter et donc on devrait reprendre l'opération Dessine-moi un stylo à la rentrée de septembre si tout va bien. Voilà. Aubin, je te laisse la parole. Merci à tous d'être venus.
Du coup, je vais vous présenter un petit peu Achios Communication, dont il y a une partie de l'équipe ici. Donc, c'est une agence de communication digitale et de développement web. Notre métier historique, c'est de développer des sites internet, mais aussi des sites e-commerce et des applications sur mesure. En gros, peu importe le besoin du client, l'idée c'est de le mettre sur un cahier des charges, d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit et de comprendre ce qu'il ne nous dit pas, pour pouvoir tout mettre sur un cahier des charges, pour pouvoir développer la solution qui lui fait ou gagner du temps ou gagner de l'argent. Voilà, le leitmotiv d'Achios, c'est un petit peu ça. On est divisé principalement en deux pôles, un pôle de développement et un pôle de chargé de communication. On va gérer, en fait, depuis 2016, on a créé ce pôle-là, pour ne pas faire que l'outil, mais pour le faire vivre derrière, que ce soit en termes de community management, d'image sur Internet, de référencement payant, de référencement naturel sur Google. Voilà, tout cet aspect-là, en fait, d'accompagner le client de l'outil jusqu'au développement. Voilà, on a été créé en 2011, en janvier 2011. On vient d'aménager ici, on était à Valmy, on ne s'est pas encore fait exclure du club. Mais je pense que ça va pas tarder. non, du coup, je suis content de découvrir à quoi ce que veut dire Achios. Je pense vraiment qu'il a menti, clairement. Non. Vu la fiabilité qu'il avait sur les dates qu'il donnait, c'était pour faire travailler Sylvie. Voilà, ce soir, on vous propose en fait de découvrir les métiers qui se cachent derrière les métiers de la communication digitale et du développement. On nous appelle souvent les informaticiens ou des choses comme ça. Alors clairement, je pense qu'il n'y en a pas un qui sait réparer un ordi. C'est pas notre métier du tout. On n'est pas informaticien. Donc du coup, on a fait 4 ateliers sur 4 de nos métiers. L'idée, c'est qu'on va faire des groupes de 10 personnes pour que vous puissiez découvrir le métier de chef de projet, le métier de développeur, les spécificités du e-commerce et le métier de chargé de communication. C'est des ateliers qui vont durer entre 8 et 10 minutes. Puis l'idée, c'est que vous tourniez. Comme ça, chaque personne chez Achios pourra vous présenter un petit peu ce qu'il fait. Voilà, en caractéristique, un peu spécificité d'Achios, si je devais dire en une phrase. Bien sûr, l'aspect financier de la société est important, mais pour moi, les plus grandes valeurs d'Achios, c'est clairement le nombre d'enfants, de petits Achios qui sont nés. Depuis qu'on a créé Achios, voilà, il y a eu plein de bébés, et puis ça, c'est des vraies valeurs. Des petits Achiosiens, on les appelle. Le dernier, il a 1 mois et demi. Et la deuxième valeur aussi, c'est tout ce qui est accès à la propriété des salariés, tout ce qu'on peut acheter, des appartements, des maisons. C'est vraiment pour ça, je trouve qu'Achios c'est une belle aventure. C'est pour ce côté en fait sociétal, de pouvoir créer des sociétés avec des personnes qui peuvent derrière évoluer dans leur vie grâce à un boulot qu'ils font avec plaisir. Dites-le, fais-le avec plaisir. Alors, vous avez... Voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être aller se positionner sur les différents ateliers, et ce sera aussi l'occasion de visiter les locaux. C'est là, du coup, vous êtes au rez-de-chaussée. Pour vous présenter, il n'y a que deux pièces assez importantes. Il y a la pièce des chargés de communication au fond, celle où, quand vous êtes rentré, était à gauche. Donc c'est là où il y a les 6 personnes qui travaillent, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos campagnes de pub, votre stratégie de com au global. Il y a la petite pièce à l'entrée, c'est là où il y a Mélanie qui gère tout l'administratif, tout le RH de la boîte. Et Olivier, lui je ne sais pas ce qu'il fait, d'ailleurs. Olivier donc, qui nous a rejoint en 2013, 2014, 15, et qui est aujourd'hui associé dans la société à hauteur de 11% des parts de la société. Donc du coup c'est mon bras droit commercial, mais c'est aussi mon associé maintenant dans la structure. Voilà, donc c'est pour ça que je peux le charrer en public. De toute façon, vu qu'il est associé, il ne peut pas démissionner. Voilà, et puis au-dessus, on va voir au fur et à mesure. Le premier atelier aura lieu dans la cuisine, le deuxième dans la salle de pause, le troisième dans l'open space et le quatrième dans la salle de réunion. Voilà, comme ça on vous fait visiter en même temps les locaux. Voilà. Alors pour l'organisation, on n'a pas fait des listes avec les noms. Tout le monde sait compter jusqu'à 8-10, donc on vous laisse faire les groupes naturellement. Tout se fait naturellement dans ce club, avec les groupes.
Ouais. Hein. Ok. Bon, merci Aubin, merci à tout le monde. Je laisse peut-être monter un peu, je vais m'installer. Comme ça, j'essaie de faire le premier groupe. Par exemple, on commence par l'extrême droite. On va toujours dire. C'est dangereux quand tu dis ça au bas en ce moment. Bonsoir, aujourd'hui nous sommes à Dijon. Dijon, un petit peu particulier parce qu'on va visiter une société que je connais très bien, car en face de moi il y a mon ami Aubin. Alors Aubin, c'est une grande histoire d'amitié qui dure depuis quelques années. Il a toujours été fidèle entre les fidèles, toujours à répondre à mes questions idiotes sur l'informatique, je l'avoue franchement, à n'importe quelle heure, il est toujours présent. Et un petit secret, c'est grâce à lui si vous avez encore accès au blog, parce qu'à un moment donné, il était bloqué de chez bloqué, et avec son équipe, ils ont réussi à faire des prouesses et à me le sauver. Donc c'est un sauveur de blog, mais pas que. Je vais passer la parole à Aubin, il va se présenter, il va nous présenter sa société Achios, et puis il va nous expliquer ce que fait Achios et ce qu'il fait là au milieu, puisque, un petit secret, c'est lui le responsable, mais je lui passe la parole. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Sylvie, je suis responsable de la société Achios Communication. On est une agence de communication digitale et de développement web. Du coup notre métier c'est de développer des solutions sur le web, que ce soit des petits sites internet, des sites vitrines, des sites e-commerce ou des solutions sur mesure. L'idée en gros c'est que si vous avez un projet ou si vous avez une problématique au sein de votre société qui peut être résolue par une application web, on est là pour y répondre. À côté de ça, on a un autre pôle qui est le pôle d'accompagnement digital qui se charge de gérer à la fois vos réseaux sociaux, vos campagnes AdWords sur Google, votre référencement naturel, toute votre image sur Internet. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment la complémentarité pour gérer à la fois l'outil, le site Internet ou votre outil sur mesure et la communication qui va avec, toujours sur le digital. Alors ce soir, on va faire la visite guidée, on va pouvoir dire, puisqu'on est avec l'association de Valmy. Mais il n'y a pas que. Tu vas peut-être pouvoir nous dire comment on peut te retrouver, et puis l'adresse, et puis tout ça, parce que c'est intéressant quand même de pouvoir te joindre. Oui, l'idée de ce soir, en fait, c'est de montrer tous les métiers qui se cachent derrière ces métiers justement de développeurs, que ce soit un développeur front, un développeur back, tout ça c'est assez abstrait, que ce soit un community manager, un chargé de com, un responsable SEO, responsable SIA, etc. C'est des métiers où on ne sait pas très bien que font les gens derrière. Donc là, en fait, il y aura 4 ateliers ce soir où vous allez pouvoir découvrir les métiers, que ce soit de chef de projet, de développeur e-commerce ou de chargé de communication. Voilà, on prendra une dizaine de minutes par atelier pour vous présenter toutes les facettes de ce métier-là. La petite anecdote, c'est que quand on construit une maison, on sait très bien qu'il y a différents métiers. Il y a l'électricien, le plombier, le plaquiste, le couvreur, etc., le carreleur. Pour un site internet, en fait, on a autant de métiers que pour construire une maison. La seule chose, c'est que peu de personnes le savent. Alors, il y a des gens qui arrivent à construire leur maison tout seuls et ils sont fort respectables parce qu'ils sont vraiment touche à tout. Au niveau du web, c'est pareil. Vous pouvez tout faire tout seul. Il n'y a pas de débat. C'est accessible. C'est juste que c'est long, comme quand on construit une maison tout seul. Et voilà. Et donc, du coup, l'idée de ce soir, c'est vraiment de présenter tous ces métiers-là. Après, où c'est que vous pouvez nous trouver? On a forcément un site internet, www.achios.com. On est disponible, Mélanie est disponible au téléphone au 03 80 10 23 57 et on a nos locaux au 5 rue de Mayence, 21 000 Dijon, derrière Ikea. Voilà. Ah mais c'est pas tout. Moi maintenant, je voudrais juste 2 petites minutes que tu nous rappelles un petit peu la société, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, il y a plein de monde et j'ai appris un petit secret. Il paraît qu'un développeur n'est pas un informaticien, c'est ce qu'on m'a dit dans le creux de l'oreille. Mais tu peux nous dire un petit peu ton équipe, comment elle se compose ? Oui, au niveau de la société, du coup, il y a 20 collaborateurs. Donc divisé en principalement deux pôles, un pôle de développement et un pôle de chargé de communication. Voilà, au niveau de l'effectif,
comme je le disais, on est 20 et on a quasiment aucun métier qui est doublé, c'est-à-dire qu'en gros, chaque développeur a sa spécificité, chaque chargé de communication a sa spécificité, et en effet, un développeur n'est pas un informaticien. L'informaticien, c'est celui qui répare votre PC. Les développeurs, c'est ceux qui codent des lignes de code pour que quelque chose tourne sur nous, en l'occurrence, c'est sur Internet, mais il y a des développeurs logiciels qui font des logiciels. Après, oui, c'est vraiment une grosse différence. On nous appelle des fois pour réparer une souris, réparer un ordinateur qui démarre plus, etc. Là, la petite anecdote, c'est que l'ordinateur de notre chef de projet, c'est bloqué, le mot de passe marche plus. En fait, nous, on sait pas plus le réparer que vous, hein. C'est pas du tout notre métier. Voilà, alors après on bidouille, on cherche, mais c'est vraiment pas notre métier. Pour ça, il y a des sociétés qui sont des sociétés d'infogérance qui font ça très bien. Mais nous, notre métier, c'est vraiment de créer du code, de créer des outils, mais c'est pas du tout de réparer votre ordinateur. On n'est pas du tout informaticien. Eh ben Aubin, je te remercie. On va descendre parce que j'ai vu que les invités commencent à arriver et je sais qu'ils attendent avec impatience toutes ces explications et puis cette visite guidée. À très vite. Au revoir. Merci. Bienvenue. Au revoir. Donc, je m'appelle Aurore, je suis la responsable du pôle développement chez Achios. Je suis là depuis 2015 et donc j'ai commencé avec la création un petit peu du rôle de chef de projet chez Achios qui n'existait pas jusque-là, puisque quand je suis arrivée, c'était encore une toute petite équipe. Et depuis quelques mois, donc, j'ai évolué en tant que responsable du pôle développement. Et je vais vous présenter soit le rôle du chef de projet, qui est un métier qui est assez peu connu parce qu'on pense souvent aux développeurs, aux graphistes, parce qu'on voit l'aspect visuel et l'aspect, après le site en lui-même. Mais en fait, il y a une personne qui va communiquer pendant toute la durée du projet avec vous et qui va faire le lien avec tous les intervenants, c'est le chef de projet. Le chef de projet, il a 3 missions principales. Alors je vous les ai mis là, je suis désolée, j'ai pas d'écran, donc j'avais pas de PowerPoint, alors j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà, ces 3 missions principales, ça va être de cadrer, de coordonner et de maîtriser tout ce qui est qualité, délai, budget, le triangle un petit peu toujours instable dans ce genre de métier. Cadrer, c'est quoi? En gros, vous avez un commercial qui vient vous voir et qui vous dit vous avez besoin de quoi? Alors vous vous dites j'ai besoin d'un site. Et juste un site, c'est plein de façons de faire un site. Ça peut être un site e-commerce, ça peut être un site vitrine, ça peut être un site institutionnel, ça peut être une plateforme digitale qui vous permet de gérer vos équipes, vos chantiers, tout un tas de choses. Le commercial va essayer un petit peu de vous tirer les verres du nez pour savoir vraiment ce que vous avez en tête, quel est votre métier, donc de s'imprégner de votre secteur d'activité pour définir les grandes lignes et écrire le cahier des charges. Et ça, c'est le point de départ de votre projet, c'est que vous commencez à sortir de votre tête ce que vous avez imaginé. Et lui, il va y apporter une première expertise, on va dire, un petit peu technique pour sortir des fonctionnalités. Une fois que ce travail est fait, vous avez un devis, vous le validez, vous nous faites confiance et c'est là que le chef de projet entre en action. Son rôle, ça va être de prendre contact avec vous et de retravailler tout ce qui est des charges, de l'étudier, de le décortiquer, d'aller chercher tout ce qui est caché à l'intérieur pour dégager tous les petits détails. Ça va être à quel endroit on met tel bouton, à quel endroit on met telle fonctionnalité, quelle est la logique pour que ça fonctionne comme ceci, comme cela. Tout ça, c'est le chef de projet qui va vous l'apporter. Donc il va commencer par dessiner un schéma fonctionnel de ce à quoi va. C'est un petit peu si vous construisez une maison, c'est un peu le maître d'œuvre, si vous voulez, et un petit peu l'architecte aussi, parce qu'il doit vraiment penser à la structure en amont. S'il n'a pas cette structure, il ne peut pas faire sa deuxième casquette, c'est-à-dire coordonner les différents corps de métier. Donc il faut vraiment qu'il ait une vision à 360 degrés. Dans le cadrage, donc il va commencer par construire ce schéma et ensuite il va définir l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour que votre site ou votre support puisse exister. Il va devoir aussi beaucoup vous accompagner. Il doit faire preuve de beaucoup de pédagogie parce que lui, c'est son métier, mais vous, c'est pas le vôtre. Et donc il faut vulgariser le plus possible les besoins qu'on a pour pouvoir construire le site en traduisant un petit peu vos besoins avec des mots qui sont propres à votre secteur d'activité, en imageant et en vous expliquant bien les choses. Donc c'est vraiment un allié pour que vous puissiez exprimer clairement votre besoin et bien comprendre les enjeux et ce qu'on attend de vous. Un site internet, c'est pas juste je signe un devis et il y a une équipe qui développe. C'est une équipe. Le client fait partie intégrante du projet. C'est-à-dire que si lui n'est pas là pour nous dire vraiment ce qu'il veut, ce qu'il attend, on ne va pas le décider pour lui. Et s'il n'est pas clair et si le chef de projet ne l'aide pas à être clair, le rendu ne sera pas à la hauteur. Ensuite, il va concaténer tous les éléments. Tous les éléments, c'est quoi? C'est des choses qui peuvent être très simples comme les contenus de vos pages,
les images qui vont illustrer, les pictogrammes, récupérer votre logo, récupérer les accès à votre nom de domaine. Tout le monde est à l'aise avec la notion de nom de domaine? Vous savez ce que c'est? Ok. Donc c'est lui qui va lister tous ces éléments et toutes les infos dont il a besoin pour pouvoir cadrer son projet. Ensuite, il va structurer tout ça à l'aide de documents. Alors nous, on utilise beaucoup d'outils. On utilise Google Drive pour centraliser les données. On utilise Trello pour organiser vraiment chaque chose, chaque atelier, enfin chaque corps de métier, mais surtout le développement, surtout pour le développement. Il va centraliser toutes les informations et ensuite il va commencer la coordination. La coordination, ça va commencer par aller travailler avec le graphiste pour lui dire voilà, le site, il y a tant de pages, il y a tant de fonctionnalités, tout va se découper comme ça, comme ça. Souvent, il fait aussi des petits schémas à main levée pour lui indiquer où doivent se positionner les choses pour que le graphiste puisse mettre la surcouche graphique et faire qu'en plus, ça soit ergonomique, facile à naviguer. On parle souvent de, vous devez l'entendre souvent, l'UX design ou l'UX expérience, c'est l'expérience utilisateur en fait. Bien souvent, vous avez une application, un site, naturellement, vous allez cliquer à certains endroits parce que c'est clair pour vous. C'est clair pour vous parce que vous avez l'habitude et parce qu'il y a des UX designers qui l'ont pensé pour vous. Et le rôle du chef de projet, c'est de mettre le graphiste en condition pour pouvoir rendre votre outil pratique et esthétique. Une fois que le design est validé, il va ensuite travailler quand il y a besoin avec les chargés de com, donc il va coordonner aussi l'intervention des chargés de com qui eux vont travailler tout le fond, on va dire, de contenu, de référencement. Les contenus d'un site, on peut les écrire comme ça, comme on parle, sauf que pour qu'ils soient bien compris par les moteurs de recherche, qu'ils soient bien compris par vos utilisateurs, il faut jouer un petit peu avec le langage, il faut positionner des mots-clés, tout ça vous le verrez avec les chargés de com. Leur travail est très important pour permettre à votre site d'être bien visible sur les moteurs de recherche. Une fois que les chargés de com ont fait leur travail, là encore, ils récupèrent la matière et il finit de structurer le projet pour permettre aux développeurs de traduire tout ça en langage informatique. Alors le langage informatique, c'est pas vraiment le bon mot parce que c'est pas de l'informatique, c'est comme une autre langue. Il y a plein de langages dans le développement, ça c'est les développeurs qui vous les présenteront, ça va être, on appelle du HTML, du CSS, on utilise des outils, des choses toutes faites, des choses qu'on fait à la main, donc tout ça, après il faut que le développeur ait toutes ces informations pour savoir quels outils il va utiliser, sur quelle technologie il part, et quelle est la structure de son site. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien, le chef de projet doit récupérer le site et vérifier intégralement chaque détail du site. On appelle ça le recettage. C'est une tâche très très fastidieuse parce qu'il faut se mettre dans la peau de vos utilisateurs. Alors parfois il n'y a qu'un seul type d'utilisateur, c'est l'internaute qui cherche une information, et parfois il y a plein d'intervenants. C'est-à-dire que vous allez avoir l'administrateur, vous allez avoir l'utilisateur qui a un niveau un petit peu plus, avec des accès un petit peu plus importants, l'utilisateur qui ne peut que consulter les informations, et donc il doit créer un petit peu cette gymnastique de savoir qui doit pouvoir faire quoi, et de le tester pour être sûr que c'est OK. Et ensuite, il vous livre le site, et il refait cette phase de test avec vous. Parce que on a des secteurs d'activité très très variés, et même si on fait beaucoup d'efforts pour devenir vous, entre guillemets, dans votre entreprise, parce que c'est un peu le but, il faut qu'on comprenne votre entreprise, votre activité, vos enjeux, vos besoins, pour pouvoir développer l'outil dont vous avez besoin. Et pour ça, on a besoin aussi de vous faire participer, pour nous mettre en conditions réelles, pour pouvoir tester et être sûr qu'on est dans le cadre de ce qui était prévu. Et en faisant tout ça, la dernière casquette du chef de projet qui finalement intervient à toutes les étapes, le chef de projet doit s'assurer des délais, parce que bon, un site qui met 2 mois à être développé et que vous voulez pour la semaine prochaine, il faut qu'il soit en capacité de vous dire, bah là, techniquement, c'est pas possible, qu'il vous ramène dans des choses gérables, de gérer le planning avec les autres projets, les autres intervenants de l'équipe, de gérer le budget, parce que bien souvent, c'est vrai que le commercial a dégrossi dans les grandes lignes, il a estimé un budget, mais finalement, en développant, vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus, donc il faut qu'il soit là pour vous dire, attention, on sort du cadre, c'est possible, mais il faut l'agrandir, et de gérer bien sûr la qualité, c'est-à-dire qu'au final, vous soyez content de votre site, de votre outil, que la qualité soit à la hauteur du budget que vous avez déployé pour, et que finalement ces trois piliers soient à l'équilibre. Voilà. Je peux vous montrer un exemple d'un site, enfin d'une plateforme qu'on a fait récemment pour une entreprise locale, si ça vous intéresse, pour vous montrer un petit peu les outils et le déroulé de tout ce qui se passe de chaque étape du projet. Alors on va aller un petit peu vite, hein, c'est schématique, c'est plus pour vous donner une petite idée, et puis surtout si vous avez des questions, que vous ayez le temps de les poser. Et c'est si mon ordinateur veut bien revenir parmi nous.
Comme quoi, parfois, même les cordonniers sont mal chaussés. On a des petits problèmes avec les ordinateurs ici. En attendant, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous dire? Non? Quel est le délai que vous avez généralement quand vous entre la vente d'un client et la réalisation, le rendu final? Alors, ça dépend de la taille du projet. Pour un petit site vitrine d'une dizaine de pages, il faut compter à peu près 2 mois. Alors, pas 2 mois pour nous, mais 2 mois pour l'ensemble. C'est-à-dire impliquer le client, récupérer les informations, valider le design, planifier le développement, faire le développement recetté. Le délai le plus court qu'on peut observer dans ces cas-là, c'est 2 mois. Ce qui est relativement long, a priori. Ça paraît long. Donc, si on a un site qui est très complexe, Ah bah c'est plusieurs mois. on rallonge. Ouais. Là, la plateforme que j'aimerais vous présenter, c'est quelque chose qui a nécessité 3 mois de développement. Et l'intervention de 2 développeurs et un prestataire extérieur, parce qu'on a dû coupler une solution extérieure développée sur une autre technologie pour faire correspondre des informations. Et donc, c'est vraiment en fonction de la taille du projet. Souvent, on a des clients qui nous appellent en disant « Vous pouvez me faire un devis pour un site ?» Bah non, en fait, on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas quel site il vous faut, on ne sait pas quelle taille, on ne sait pas quelle technologie. On a vraiment besoin que ça soit beaucoup plus complet. On nous demande nos tarifs, on n'est pas capable de donner des tarifs. On peut vous donner notre tarif horaire, notre tarif jour. Mais un site internet, c'est pas 1000 ou 1500 € juste comme ça en claquant des doigts. Alors si on vous impose qu'il y ait 3 pages, que ça soit structuré comme ça, qu'on le fait en 3 minutes et qu'après vous remplissez vos contenus. Oui, ça c'est de la machine à site, c'est possible. Mais si vous voulez un vrai site qui soit le reflet de votre entreprise, le reflet de votre cible aussi, parce que ce qui est important, c'est que vous ne faites pas un site pour vous souvent, vous faites un site pour votre entreprise et donc pour vos clients. Donc il faut aussi réussir à trouver le juste équilibre entre le site qui vous plaît à vous en tant que client, en tant que personne, et le site qui va convenir à vos utilisateurs. Un autre exemple, on a réalisé l'année dernière, enfin il y a 2 ans, c'est un projet qui se redéveloppe régulièrement, hein, c'est un assez gros projet, une plateforme pour des clients qui sont plutôt jeunes. C'est une banque d'affaires, ils sont dynamiques, ils sont très jeunes, mais leur cible, les utilisateurs de la plateforme, en moyenne 65 ans, entre 65 et 75 ans. Et donc du coup, il y a un très gros décalage entre ce que eux ont pensé et ce qu'ils voyaient et ce qu'ils ont nous ont fait mettre en œuvre, et finalement leur cible aujourd'hui, où leurs clients passent leur temps à les appeler pour leur dire mais je ne trouve pas le bouton, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui nécessite souvent de faire un audit en amont pour bien connaître votre secteur d'activité, les enjeux, votre cible, ce qui se fait dans votre métier, pour pouvoir vraiment toucher votre cible. Parce que c'est le site internet de votre entreprise. Et c'est important d'avoir cette distance aussi, et c'est pas toujours facile. En fonction des métiers, on va avoir des typologies de clients très différents. Certains qui vont être peut-être les auto-entrepreneurs, ceux qui sont un peu tout seuls, ils vont voir le côté, enfin ils veulent pas s'en occuper, mais en même temps ils veulent que ça leur plaise. Et puis au contraire, des entreprises du bâtiment qui elles veulent un truc carré puis que ça aille vite. Et chaque typologie de client finalement a un petit peu sa vision du site internet, et c'est à nous aussi chefs de projet de les amener à comprendre que là on travaille non pas pour eux en tant que personne, mais pour leur entreprise et pour leurs clients. Voilà. Donc les délais sont très très variables. Voilà. Bon, après, quand on a vraiment tout dès le départ, que le client arrive en disant j'ai tous mes contenus, j'ai ma structure, je sais ce que je veux et il y a juste à développer, le développement parfois c'est 5 jours, alors que le processus c'est 2 mois. Le ratio est un petit peu déséquilibré. Je ne pourrais pas vous présenter le projet, je suis désolée, mon ordinateur est parti en vacances vraisemblablement. Il refuse absolument de démarrer. Donc je vais le rebooter, peut-être que les prochains verront quelque chose. Donc souvent, vous avez 2 typologies de clients. Vous avez ceux qui partent avec leur contenu, enfin avec l'outil, puis qui après font vivre à travers du contenu qui charge. Oui. Puis vous avez une deuxième typologie où quelque part le site il évolue et ils veulent des modifications. Absolument. Et vous les accompagnez dans la durée. On accompagne à la hauteur des besoins de nos clients. Si nos clients nous disent qu'ils en ont besoin, on le fait. C'est une prestation qui est tout à fait possible. De même qu'on assure la maintenance technologique et de sécurité de nos sites tous les ans, on incite nos clients parce qu'on a aussi l'expérience aussi avec le temps. Ce qu'il y a quelques années nous ne faisions pas, comme les maintenances des sites. Aujourd'hui, c'est fondamental pour qu'un site dure longtemps. C'est comme une voiture. Une voiture, vous ne l'emmenez pas au garage, vous ne faites pas les révisions. Au bout d'un moment, elle tombe en carafe sur l'autoroute et vous ne savez pas pourquoi. La technologie, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'un langage qui est stable et qui tourne bien va quand même évoluer régulièrement.
un outil qu'on utilise beaucoup, WordPress, vous en avez peut-être entendu parler si vous avez des sites. WordPress, il y a une nouvelle version qui tombe tous les 6 mois. Donc fondamentalement, tous les 6 mois, il faut remettre le site à jour. Il vaut mieux prendre une maintenance 2 fois par an qui dure 2-3 heures et qui garde votre machine à niveau que de ne pas le faire et au bout de 3 ans, votre site il est obsolète. Et puis, dans les solutions sur mesure qu'on développe, c'est des plateformes qui sont évolutives par rapport aux besoins des clients. C'est-à-dire qu'on a fourni un premier outil qui a permis de commencer à mettre la machine en route sur des fonctionnalités, et puis on se rend compte des potentiels derrière, donc là, c'est là que le projet évolue. Et souvent, les gros projets, c'est des clients qu'on a depuis 4, 5, 6 ans, voire plus, et qu'on continue d'accompagner et de faire évoluer et de faire vivre. Et c'est aussi ça qui nous intéresse, parce que d'une certaine façon, c'est qu'on a compris les enjeux du client, c'est que le client a confiance en nous, et c'est que son outil tourne bien pour qu'il ait envie de continuer à le faire vivre et de s'en servir. Donc dans ces cas-là, c'est qu'on a réussi. Ça y est, l'ordinateur est de retour. Sauf le mot de passe. Voilà. Donc le projet là que je peux vous présenter, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, il s'appelle France Filet. Ils sont dans la vallée de l'Ouche, là. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurisation de chantiers, donc par la pose de filets de sécurité, et aussi dans tout ce qui est confinement pour désamiantage. Voilà. On a fait leur site internet il y a quelques années, on les accompagne en suivi pour le référencement naturel de leur site internet, pour générer du contact et faire vivre un petit peu leur site pour qu'il soit bien visible. Et en travaillant à nos côtés, ils ont pensé à une plateforme qui pourrait leur permettre de développer une partie de leur activité qu'ils laissaient un peu en sommeil faute de temps pour s'en occuper, pour créer de la réservation en ligne de filets pour des chantiers. C'est-à-dire qu'en gros, un artisan, il a un chantier, il va créer son compte avec l'entreprise et il va réserver sa date, la taille de son chantier, son besoin, etc. Il va payer en ligne et l'équipe va venir le jour J et tout sera automatisé avec le planning des équipes, etc. Donc en gros, c'est quelque chose qui est automatisé parce qu'eux n'ont plus à prendre les appels, à se déplacer, à aller prendre les mesures, etc. Tout se fait via la plateforme. Donc cette plateforme n'est pas encore en ligne, on est sur vraiment la dernière ligne droite. Et c'est vraiment le projet type qui a respecté tout le cheminement de nos process en interne. J'ai commencé à travailler avec eux sur le cahier des charges il y a un peu plus d'1 an. On a validé le cahier des charges fin juin de l'année dernière. Les développements ont commencé début septembre et ils se sont finalisés au mois de janvier de cette année. Et là, on est encore sur des phases de test où ils testent avec leurs clients en conditions réelles pour s'assurer qu'on est bien dans la logique. Et typiquement pour ce projet, j'ai fait, je sais pas moi, je dois être à une 50aine d'heures de réunion avec les clients à peu près, minimum. Et j'ai produit un nombre de documents assez important pour permettre de tout faire rentrer un petit peu dans des schémas, dans des cases, pour que chaque corps de métier puisse aller puiser le schéma qui lui convient pour comprendre la structure du besoin. Donc ça a été d'abord un gros travail du X-Design pour penser l'ergonomie de la plateforme pour les utilisateurs, que ce soit sur un ordinateur, mais sur les chantiers souvent c'est une tablette ou un téléphone portable, donc il fallait que tout soit très adapté pour le responsive, que les fonctionnalités soient bien positionnées pour que ce soit facilement accessible, et qu'ensuite le développement bien sûr soit à la hauteur de tout ce qui était prévu. Voilà. Alors ça va aller très vite, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et vous perdre dans notre tambouille interne, mais c'est plus pour que vous vous rendiez compte de la quantité d'éléments qui sont rassemblés pour un projet. Je crois qu'ils sont pas concurrents dans la région. Non, mais et quasiment même je crois en France. Ouais. Je crois que c'est les plus gros numéro 1 français. Ouais. Puis il y a toute une pub aussi qui se fait sur leur filet. C'est-à-dire qu'ils communiquent. C'est pas des filets blancs, il y a de la pub dessus. Ah non, je crois pas. Ah oui. Oh, je suis pas sûre, non. Il me semblait. Non, c'est possible, mais ça m'a. C'est Là, je n'ai pas ce niveau de. Après, c'est les gens qui louent et qui achètent les filets, qui mettent leur propre pub. Oui, je pense que c'est plus ça. Les France Filets, ils n'ont pas besoin de ça, sincèrement. Non, je pense aussi, ouais. Il y a des boîtes de pub qui surimpriment dessus. Eux, une fois qu'ils sont venus installer le filet, ils s'en vont et c'est même l'entreprise qui a un kit de dépose. Donc du coup, ce qu'ils mettent sur les filets, je pense qu'ils sont pas au courant. Enfin, ils doivent être au courant, mais c'est pas eux en tout cas. Alors, où est-ce qu'ils sont? Pourtant, j'ai mis mes lunettes. Là. Voilà. Alors, un des premiers éléments, pour vous aider un petit peu à comprendre,
c'est de créer, alors c'est pas la base de données, je vais vous éviter ça parce que la base de données c'est quelque chose quand même d'assez complexe, mais en gros tout bêtement c'est de comprendre quel va être le schéma de l'utilisateur, c'est-à-dire qui va utiliser la plateforme, comment et quel va être son rôle. Donc il faut penser aussi bien le back-office pour nos clients, les administrateurs, que ce qu'on appelle le front office, donc l'application en elle-même, pour les utilisateurs. Et ça c'est deux schémas différents puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits sur l'outil. Donc l'administrateur, en gros, on définit tout ce qu'il doit faire. Donc par où il doit commencer, par créer une entreprise et ensuite lui créer des établissements, des clients, des offres. Chaque client pourra ensuite créer ses chantiers. Les chantiers, chacun aura, les clients, chacun aura ses utilisateurs dédiés. Chacun aura aussi ses tarifs. Enfin, tout est vraiment pensé pour être découpé et savoir qui peut faire quoi. Et ça, c'est l'outil externe qu'on doit plugger avec. C'est leur CRM pour gérer les chantiers et pour gérer la... C'est un peu dur comme terme, plugger. Plugger, c'est coupler, c'est associer. Voilà. Et ensuite, de penser donc au schéma d'utilisation de l'utilisateur, l'internaute. Finalement, vous êtes artisan, vous avez besoin d'un chantier et de savoir ce que vous allez pouvoir faire, vous connecter, accéder à votre compte, modifier vos données, créer vos chantiers, les payer, les valider, les consulter, et puis gérer des pages aussi légales, parce qu'il y a aussi tout ce volet-là, pour lequel nous, on n'est pas spécialistes, on oriente nos clients vers des juristes, etc., mais au moins de leur indiquer quelles sont les obligations légales. Voilà, donc ça c'est la toute première étape du projet. Ensuite vient la partie, donc ce qu'on appelle les wireframes, c'est finalement c'est papier, crayon, on dessine. On dessine, en gros, je vais avoir une page, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma page, quelles fonctionnalités, par où je dois commencer, je suis un utilisateur, où est-ce que j'arrive. Et ça, je les ai pas là, mais c'est un gros travail qui se fait un peu à l'ancienne, enfin, en tout cas pour moi. Je sais que les plus jeunes, non, eux, font tout sur ordinateur, moi j'aime bien réfléchir avec mon papier et mon crayon. Et de là, on démarre donc la partie design, et c'est là que le graphiste entre en scène avec... on utilise Figma ou Adobe, on a plusieurs outils à notre actif. Voilà. Et donc le graphiste, il va transformer tout ça en maquette. Alors, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais en gros, là, tous les écrans sont pensés pour le back-office. Chaque étape, c'est-à-dire de... la page de connexion, mon tableau de bord, quand je clique ici j'ai ça, quand je clique là j'ai ça, toutes ces pages, c'est pour vous montrer un petit peu la quantité de production juste pour la partie administrateur en back-office. Et ensuite, il y a toute la partie front-office qui là est dédiée à l'internaute, qui va être déclinée aussi bien en version ordinateur, qu'en version tablette, qu'en version mobile. Voilà, les trois... voilà. Et ça est ensuite présenté et testé. Alors pour ces clients-là, en plus, on a fait vraiment du découpage, c'est-à-dire qu'on leur a fait les maquettes et on les a ce qu'on appelle prototypées. Prototypées, c'est qu'une maquette, c'est une image normalement. C'est un truc à plat, c'est pas le site développé. Mais avec Figma, on peut dire, si je clique ici, j'arrive à tel endroit, et on peut faire des effets pour donner l'impression à nos clients qu'ils sont en train de naviguer dans leur site. Donc pour leur montrer le chemin de navigation. Et du coup, ils ont pu le tester en direct avec leurs clients, déjà à l'étape maquette, de se dire, si on vous donne ça, est-ce que vous vous y retrouvez, est-ce que ça vous convient? Et donc moi j'ai aussi beaucoup aimé cette démarche de leur part, parce qu'ils ont tout de suite compris que c'était pour leurs clients, et ils ont voulu prendre le temps, à chaque étape, de dire, on consulte nos clients pour savoir si ça leur convient. Et on a fait chaque étape comme ça. Donc c'est pour ça aussi que le projet s'est un petit peu étiré dans le temps, parce qu'on a eu toutes ces phases de validation avec les clients. Voilà. Et donc une fois que le design est validé, on a un autre petit outil qui a, donc ça c'est la partie, on va dire, chef de projet, la structure, ensuite le graphiste, et ensuite pour le développeur, le chef de projet crée un autre support qu'il a sur un autre outil. Donc le chef de projet a autant d'outils que de personnes avec lesquelles il échange. Il y a un peu de schizophrénie parfois, je ne vous cache pas. Quelles sont les qualités d'un chef de projet avec la patience? Alors il y a la patience, ça c'est sûr. Il y a l'agilité. Il y a la capacité de comprendre, je pense, rapidement. Parler plusieurs langues. Oui, parler la langue du développeur, ça c'est plus difficile. La langue du client. Finalement, le client c'est le plus facile parfois. Ah ouais? Oui. Mais oui, parce que les développeurs, c'est pas des communicants oraux, c'est des communicants écrits. Par voilà. l'outil. Ils parlent avec leurs outils et parfois ils utilisent des mots, comme vous tout à l'heure vous m'avez demandé de plugger.
finalement je me rends compte que je dois avoir les mêmes défauts, mais eux ils les utilisent avec leur langage informatique et donc au fur et à mesure on apprend, mais ils oublient parfois qu'on n'est pas développeurs nous-mêmes. C'est un peu la difficulté, c'est de parler la langue du client et de se faire comprendre des développeurs dans leur langue à eux. Et donc c'est pour ça qu'on utilise cet outil où en gros, pour les aider sans avoir à leur expliquer, et parce que c'est plus clair quand c'est écrit pour eux aussi, on redécoupe tout le projet, chaque étape, chaque écran, chaque page, chaque fonctionnalité, si je clique là, ce qui se passe, etc. dans cet outil qui s'appelle Trello. Donc là encore, bon, il est un petit peu long et je vais vous épargner le... Voilà. Et on remet toutes les captures écran et on explique tout le schéma de ce qui se passe quand on clique ici, quand on clique là, ce qui se passe. Et on leur redétaille tout. Et comme ça, eux n'ont que à suivre et ça fait des petites coches. Donc au fur et à mesure, on voit que là, ils ont terminé cette liste. Donc tous ces développements-là, paf, c'est fini. Donc chef de projet, ça lui permet de temps en temps d'aller voir et de dire il en est où de mon projet. Et lui, ça lui permet de suivre une ligne qui est définie. Et les développeurs, ils ont besoin de ça parce que finalement, si on ne précise pas les choses, ils peuvent l'interpréter à leur manière et au final, on peut avoir des mésententes parce que c'est pas ce qu'on voulait dire, c'est pas ce qu'ils ont compris, c'est pas ce que le client voulait, voilà. Donc c'est aussi, je pense qu'une des qualités du chef de projet, c'est la diplomatie, beaucoup, pour pouvoir gérer les différents intervenants dans de bonnes conditions. Donc nous on a 2 chefs de projet ici, maintenant on n'en a plus que 2, parce que moi je suis plus chef de projet aujourd'hui, Sarah et Corentin. Sarah qui nous a rejoint il y a 1 an et demi et Corentin qui est arrivé là au mois de décembre. Voilà. Et donc après cette fameuse étape de recettage, où là on leur fait la liste de tout ce qu'on a vu qui n'allait pas, et puis ensuite le client qui fait la liste de tout ce qui ne va pas pour lui, etc. Voilà. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, je pense que c'est déjà... C'est déjà... Bien. Merci. C'est là où on se rend compte que c'est pas notre métier du tout. Enfin, pour moi en tout cas. Parce que faire le lien après entre tout le monde. C'est surtout, oui, c'est ça qui est un petit peu... Mais c'est aussi ce qui est, je trouve, très enrichissant. Parce que du coup, on touche à tout. On touche aussi bien déjà au métier de nos clients, donc on s'intéresse à plein de choses. Au design, parce que y en a besoin et parce que c'est une curiosité et c'est intéressant de se tenir au courant des nouveautés, des choses qu'on voit et d'en parler avec les graphistes et de leur montrer des trucs qu'on a vus puis qu'eux nous montrent des choses qu'ils ont vues, parce que du coup on y pense pour nos autres clients. Et puis avec les développeurs, mine de rien, c'est... Même si on n'est pas dans la technique, avec le temps on se met à comprendre en fait plein de choses. On sait faire la différence entre les différents langages, on sait facilement... Un chef de projet, il peut facilement derrière devenir commercial, parce que finalement, il connaît tous les tenants et les aboutissants, et donc il sera encore plus juste dans son estimation du projet, parce qu'il saura qu'à tel niveau, il faut telle chose, qu'à tel niveau, il faut telle chose, donc il aura sa vision 360. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'agences, le chef de projet est commercial aussi, ce qui n'est pas le cas chez nous. Voilà. Il vous fait valider les prix, peut-être, le commercial. Maintenant, oui, on s'est structuré et... Maintenant, en fait, c'est directement les lead devs qui font les chiffrages. Maintenant, on a des briefs très précis, ce sont les lead développeurs, c'est une de leurs missions principales. D'ailleurs, ils font presque plus de développement, parfois c'est un peu frustrant pour eux. Ils font essentiellement du chiffrage. Voilà. Alors, il peut y avoir un arbitrage du commercial, parce qu'il faut aussi rentrer dans le marché, parce qu'il faut aussi être cohérent avec la concurrence, avec le client, avec tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont pour mission aussi de faire du chiffrage, pour être sûr que ça soit conforme. Et au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise aussi pour le client, parce que c'est vrai que quand on doit dire au client, là, ça sort du cadre, et il faut agrandir l'enveloppe, c'est difficile pour un client. Alors que si dès le départ, même lui, il a un budget communication dans sa tête, il sait ce qui est prévu, et ce qu'on lui dit, il n'y a pas de débordement, et c'est mieux pour tout le monde, finalement. Donc ça peut être... Oui, mais puis finalement... alors je ne sais pas si ça se dit ce que je vais dire, mais... j'ai peut-être perdu mon côté diplomate, mais finalement, c'est les clients souvent qui payent le plus cher, qui sont les plus faciles, les plus compréhensifs. Parce que ils ont conscience qu'ils ont demandé quelque chose qui est important pour eux, qui est un processus, et qui sont accompagnés à chaque étape. Et donc finalement, c'est aussi les clients qui se sont le plus impliqués. Ils ont décidé de mettre en place une plateforme, ils ont dégagé un budget pour ça, ils ont créé un besoin dans leur entreprise, et donc ils ont une implication qui est hyper importante. Et ça, c'est les projets, un projet comme ça, moi j'en vois bien tous les jours, quoi. Mais là, il y a une plus-value, là. Parce qu'on transfère sur une charge de travail du client. Humaine, oui. Enfin, on transfère une charge de travail au client, puisque c'est lui qui fait le maîtrise, c'est lui qui fait le chiffrage, il a juste à commander. Alors, il faisait déjà quand même le maîtrise en avant, mais oui, il le voit aussi sous... Vous lui avez distribué l'idée.
Pour eux, non, parce que finalement, c'est plus qu'ils avaient mis de côté cette activité, et c'est plus de redynamiser cette activité. Finalement, là, ils n'ont rien rajouté ou retiré, ils ne retirent pas d'emploi, ils recréent au contraire de la richesse dans leur entreprise et de l'embauche derrière, parce que, voilà, et ils se débarrassent de tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, on va dire, forcément humainement, une fois que c'est un client fidèle de l'entreprise, parce que c'est pas n'importe qui peut pas s'inscrire dessus. C'est des clients à eux qui viennent les voir et ils leur disent je vous mets à disposition un outil pour faciliter. Là, on est en B2B. Vous voyez les nuances entre le B2B et le B2C dans la construction des sites? Parce que le B2C, alors derrière le B2B, il y a toujours du B2C, mais on a quand même des réflexes consommateurs qui sont un peu les mêmes quand on va acheter sur un site vitrine. Alors, on le voit parce qu'on a une diversité d'utilisateurs plus importante quand on est en B2C. Ouais. Nos internautes sont de tranches d'âge souvent beaucoup plus variées ou d'horizons très variés et du coup ils n'ont pas les mêmes réflexes de navigation, de consommation ou de positionnement. Donc ça oui on le voit à ce niveau-là. Donc un peu plus difficile à construire un B2C. C'est un autre challenge parce que finalement ça oblige à communiquer encore plus avec les intervenants du projet parce que vous avez vu chez nous il y a... Beaucoup sont venus me voir en me disant la tranche d'âge chez Achios, c'est vrai, les développeurs ils ont 22 ans. De métier? Non. Oui, à peu près, c'est ça, l'âge. Ils ont entre 22 et le plus âgé, il doit avoir 30 ans. C'est pour ça qu'on s'est écarté. D'accord. Mais finalement, il y a aussi donc Aubin et Olivier et moi où on est plus dans la même tranche d'âge. Il y en a d'autres qui sont un petit peu entre nous deux. On a trois générations qui se confrontent et parfois ça fait discussion musclée, on n'est pas d'accord, mais on en discute. Il faut libérer les gens. Oh pardon. Désolée, pourtant j'arrêtais pas de dire que je voulais pas dire trop, mais en fait... Fini la production. C'était 8 minutes. minutes. On est à 30 minutes et 28 secondes. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Ça devait durer 10. Merci beaucoup quand même ce qu'on fait. Du coup, je me présente. Je suis Lilian Carnot. Je suis lead développeur à Achios Communication. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, même si je l'avais expliqué à madame ici présente. Donc moi, après le bac, je me suis dirigé vers un DUT MMI, métier du multimédia et internet à Montbéliard. Donc j'ai effectué mes 2 ans là-bas et j'ai eu comme stage de fin d'études développeur web à Achios. Après la fin de ces études et de ce stage, on m'a proposé du coup une alternance toujours chez Achios Communication. Donc j'ai voulu retourner à Dijon pour pouvoir faire mes études et que ce soit moins loin que Montbéliard, parce que à 2 heures d'ici c'est un peu chiant. Mais ça m'a pas plu, du coup je suis retourné à Montbéliard parce qu'il y avait des copains qui m'envoyaient leurs cours et moi ça me tentait pas mal. Donc je suis retourné là-bas et j'ai continué toute mon alternance donc, à Achios. Et à la fin de cette alternance, Aubin m'a proposé gentiment un CDI, donc j'ai accepté de continuer avec lui. Et me voici là, donc ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je suis à Achios et voilà. Et je laisse Johan se présenter. Alors moi c'est Johan Joulva, j'ai à peu près le même parcours scolaire que Lilian, donc j'ai fait un DUT en 2 ans à Dijon, du coup par contre, et une licence pro en alternance, donc c'était pas chez Achios, moi c'était dans une autre entreprise. Moi j'ai intégré Achios le 1er février 2020 en tant que développeur et je suis toujours développeur même si j'ai pris une responsabilité qu'on verra plus tard au sein d'Achios pour les projets en développement. Et du coup aujourd'hui on va vous présenter un petit peu notre métier et qu'est-ce qu'on fait à Achios et où sont au moment où on intervient dans un projet, donc intervention du développeur dans le processus de développement d'une application web. Donc là on va plutôt voir sur une application web sur mesure, pas forcément du blogging ou quoi. Donc on a plusieurs étapes, on intervient donc de la prise de besoin à la livraison, donc en passant à l'analyse. Donc l'analyse après avoir chiffré donc l'élaboration technique du projet et le développement, donc là vraiment du code pur et partage de code, etc. Donc pour ce qui est de la prise de besoin, donc moi vu que je suis lead développeur,
J'interviens plus un peu côté client, un peu gestion du projet, de par des réunions pour comprendre le besoin du client et élaborer en fonction de ses besoins tout un panel, on va dire, technique pour pouvoir savoir si c'est faisable ou non, etc. Excusez-moi. Donc on a également la rédaction du cahier des charges. Avec Thomas qui n'est pas là, on se met ensemble pour élaborer des cahiers des charges à partir d'un brief, donc d'une demande de client, de ce que Aubin a récupéré, ou Olivier, pour savoir, pour pouvoir avoir le contour du projet. Et à partir de ça, on peut chiffrer et envoyer du coup aux commerciaux qui établissent les devis. Donc pour la partie analyse, donc ça c'est après avoir devisé et où le client est vraiment chez nous. On a des réunions techniques pour élaborer un petit peu tout ce qui est répartition des tâches, etc. Savoir comment faire le projet. Même si on l'a déjà fait en amont, mais on continue là-dessus pour, par exemple, élaborer une ébauche de base de données pour qu'on ait le contour du projet et puis aller plus en détail après coup quand on va lister toutes les fonctionnalités du projet. Et également, on va planifier du coup, savoir qui va développer le site en fonction des compétences, en fonction du planning qu'il a, etc. Et puis voilà, planifier toutes les fonctionnalités et les donner aux développeurs. Donc là, je vais laisser la partie développement à Joël. Donc moi, du coup, je m'occupe de tout ce qui va être développement. Donc ça va être la mise en vie, on va dire, du site internet. Donc je récupère tout ce qui s'est fait avant, cahier des charges, maquette, etc. Et mon travail, c'est de donner une forme à votre besoin. Donc pour ça, j'ai plusieurs outils que je vais vous présenter rapidement, hein. On a en fait ces deux petits logos là, c'est ce que nous on appelle des IDE. En fait, c'est un petit logiciel qui nous permet d'écrire du code. Donc c'est comme un bloc-notes, c'est juste qu'il y a plein de petits avantages par rapport à un bloc-notes. Ça va nous compléter du code pour nous aider à aller un peu plus vite. Et cet outil là qu'on appelle GitLab, qui nous permet en fait de partager le code pour tous les développeurs, parce qu'en fait on est rarement tout seul sur un projet, parce que du coup moi, vu que je fais que du sur-mesure, ça demande beaucoup de développement. Parce qu'on a besoin en fait de tout faire nous-mêmes pour coller pour coller vraiment aux besoins, à votre besoin entre guillemets, parce que je considère que vous êtes des clients. Mais voilà. Donc ma journée, ça se résume à ça, à peu près, pendant 8 heures. C'est ce que je vois tous les jours. Et j'écris, beaucoup comme ça, en sautant des lignes. Tout codé. Comment ? Tout avec du code. Exactement. Bah, là, c'est vraiment du code que vous voyez. Donc après, c'est rangé dans des petits dossiers parce qu'il faut quand même être un peu organisé. Mais voilà, c'est que du code. Donc il existe, c'est du PHP là que vous voyez, c'est ce que je fais principalement. Il existe d'autres langages, mais c'est celui que je fais principalement. Voilà, en vrai, c'est passionnant comme travail, hein. On dirait pas comme ça, mais franchement, c'est bien. Hein. Heureusement. Tu as bien fait de rajouter. Je vous assure. Parce qu'au-delà en fait de cette partie, donc moi maintenant ça y est, je sais coder, c'est pas très compliqué une fois qu'on sait le faire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de se mettre, on apprend beaucoup en fait de tous les métiers. C'est-à-dire que comme moi je fais que du sur-mesure, j'ai besoin de connaître le métier du client pour savoir ce qu'il attend et réussir à faire ce qu'il a vraiment besoin. Donc on a travaillé avec des imprimeurs, on a travaillé avec des banques d'affaires, on a toujours besoin en fait de savoir, d'en apprendre de plus en plus sur le métier du client, et au final j'en apprends de plus en plus sur pas mal de métiers. Je ne prétends pas savoir les faire. Vous allez dans l'entreprise ? C'est déjà arrivé que moi, en tant que développeur, on a travaillé avec un imprimeur. Aubin m'avait emmené une fois chez l'imprimeur pour voir un peu comment ça se passait. Déjà, c'est intéressant toujours de voir ceux pour qui on travaille, parce que c'est pas toujours marrant d'être tout seul devant son ordinateur. Donc c'est bien aussi de voir des gens parfois. Et puis ça nous permet simplement de nous rendre compte en fait de la réalité, quoi. Parce qu'on va penser certaines choses, et si on voit pas ce qui se passe réellement sur le terrain, en fait c'est pas du tout toujours la façon la plus... disons qu'on va créer des fonctionnalités qui vont pas être, on va dire, le plus adéquates pour la réalité du terrain finalement.
Une fois que j'ai passé, alors du coup ça dépend des projets, des fois ça va être des semaines, des fois ça va être des mois, sur un projet, donc il va partir en livraison, donc avant qu'il soit en livraison, il y a Lilian ou Thomas qui vont vérifier au maximum le code, ce qu'on appelle des revues de code. Donc on repasse pas toutes les lignes une deuxième fois, hein. C'est les fonctionnalités principales et ça permet en fait justement de discuter de comment j'ai fait telle ou telle chose ou comment on a fait si on est plusieurs pour s'améliorer continuellement puisque on n'est pas parfait non plus malheureusement. Et le site va aller en ce qu'on appelle nous la pré-production. Donc en fait on va mettre le site en ligne uniquement pour le client. Et le client va pouvoir aller dessus, commencer à renseigner des informations, à tester les fonctionnalités, nous faire les retours s'il y en a, donc de design. Des fois ça arrive que malheureusement il y ait des petites erreurs, donc c'est à ce moment là qu'on les corrige, des retours de bugs. Et une fois que tout est bon, que le client a dit que ça lui allait et que tout était ok pour nous, on le met en production. Donc chez Achios récemment en fait on a récupéré, donc c'est moi qui m'occupe de ça en fait, la partie hébergement des sites. Avant on passait par un prestataire externe et on a décidé de le prendre à notre charge. Simplement parce que ça nous permet en fait cette petite chose qu'on appelle CI/CD en développement. En fait, c'est le déploiement, c'est l'intégration continue et le déploiement continu. En fait, c'est ce qui nous permet à nous de toujours et le plus rapidement possible pouvoir mettre à jour votre site ou le modifier sans que ce soit trop pénible en devant envoyer un mail à quelqu'un en lui disant il faut que tu récupères le code, etc. Là, tout est fait automatiquement. Entre guillemets, automatiquement, c'est nous qui avons mis en place l'automatisation de tout ça pour pouvoir en fait le plus possible aller de plus en plus vite en fait pour satisfaire de plus en plus le client. Donc pour l'anecdote, du coup on est passé chez Infomaniac, donc pour respecter la politique RSE d'Achios, je ne sais pas si Aubin vous en a déjà parlé, mais on est passé chez eux parce qu'ils ont une politique très RSE et que c'est du coup un service pas français mais francophone. On avait essayé OVH, ça n'avait pas marché avec eux, on avait essayé d'autres qui étaient beaucoup trop chers parce qu'on avait aussi une politique de prix, parce que ça sert à rien de faire payer des milliers et des cents à un client pour un hébergement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas de voix. Franchement, vous êtes restés dans les temps. Les tâches, c'est pas vrai. En fait, on a développé en interne un logiciel justement où on a un planning et on peut s'attribuer des tâches. On a tous nos clients, tous non, c'est vrai, ils n'ont jamais brûlé. On espère que ça n'arrivera jamais. Si ça peut vous rassurer, il y a des sauvegardes qui sont faites. Du coup, ça nous permet ça aussi de gérer les versions nous-mêmes. C'est qu'on a aussi une grosse partie où on va s'occuper de la sauvegarde du site internet pour éviter tout problème. Parce que du coup. Data center à vous? Non, c'est en fait sur un autre serveur encore différent. On n'a rien chaque chose parce que les coûts seraient astronomiques. Malheureusement. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une solution type Magento WordPress à du spécifique? Ça va être la complexité. Alors Magento, je crois. Magento, c'est du e-commerce. Ok. Ça va être, on va dire, dès qu'on va sortir de la norme, c'est-à-dire que pour Magento, par exemple, ça va être du e-commerce classique, donc vous allez vendre des produits, si vous voulez des fonctionnalités qui sont très très spécifiques. Nous, par exemple, pour donner l'exemple, on a travaillé pour un imprimeur. En fait, il voulait que chacun de ses clients, donc c'était des grands groupes nationaux, chacun de ses clients ait un compte. Et sur son compte, il avait plusieurs établissements et il allait par exemple réserver en ligne, mais il ne payait pas tout de suite puisque c'était sur facture, etc. Et donc tout ça, ça sortait du cadre classique du e-commerce. Et on a dû tout faire sur mesure pour ce client-là. C'était un projet qui avait pris beaucoup de temps, mais qui était très intéressant et qui se passe très bien. On a beaucoup d'évolutions. Le client a énormément de demandes d'évolution pour toujours améliorer son service. Voilà, il y avait de la personnalisation aussi de documents en ligne. Donc le client pouvait déposer un document et tous ses clients à lui, donc de son site, pouvaient venir éditer certaines parties du document, vu que c'était un imprimeur pour les cartes de visite par exemple, pouvoir changer le nom, le prénom, etc. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et bonsoir à tous. Je vous propose de commencer de faire un tout petit tour de table, faire des présentations assez rapides. Donc on va commencer par la gauche, par vous. Sylvie Godet-Gerbeau, le blog Boniaïa, le journaliste officiel de l'agence de presse WPA New York. D'accord, ok, merci. Emmanuel Levillier, MMA Assurance. Merci. Sylvain Ratisé, une boîte qui s'appelle Piximo, j'achète, je retape, je loue. Voilà. Longue durée, courte durée. D'accord, ok. Et un groupe de rock, les Denise aussi. Ok.
Oui, moi je m'attends à Maurice Conseil. J'accompagne les entreprises sur tout ce qui est l'organisation commerciale. Ok, merci. Gérald Delangerac, c'est dans trading, conseil, pilotage automobile, plein de choses. Voilà. Merci. Christine Logier, je fais consulting. Moi, j'accompagne les personnes sur des transitions professionnelles et les entreprises sur la gestion du stress. Merci. Anne Buisson, infirmière et sophrologue. Christelle Duval, écart, et je suis consultante en bilan de compétences. Roger Assoyant, entreprise SP Service Propreté, c'est une bonne nettoyage. Je suis Isabelle Rivière du cabinet Hier et Demain et je suis conseillère en prévention des risques psychosociaux d'entreprise. Merci beaucoup. Alors pour les présentations de mon côté, donc moi je suis chargée de communication digitale donc, au sein du pôle web marketing d'Akios, qui a été créé officiellement en 2015. Donc avant, comme Aubin l'avait évoqué, on était sur du développement pur de sites internet. Donc ce pôle-là a été créé donc, par Maël. Là en termes d'équipe de collaborateurs, on est 5 aujourd'hui. Au début, donc c'était 3 collaborateurs en 2015. Au niveau des missions, des actions qu'on a à mener en fait au quotidien, en termes d'expertise, donc on a tout ce qui touche en fait au référencement naturel. Donc est-ce que ça vous parle en termes de canal d'acquisition, le référencement naturel? Voilà. Alors en fait, c'est tout ce qui va être le classement sur les moteurs de recherche, donc type Google. Donc là, notre objectif, nous, donc, c'est de faire apparaître par rapport au domaine d'activité des clients qu'on a en suivi, avec une définition de mots-clés pertinents, avec un volume de recherche et un niveau de concurrence voilà, plus ou moins moyen pour les faire remonter dans les premières places de cette première page de moteur de recherche Google, ou ça peut être Bing, etc. Donc, vraiment tous les types de moteurs de recherche. Donc par ça, donc, ça commence en première phase, donc la réalisation d'un audit. On va vraiment analyser donc, via des outils spécifiques le site internet. Ça peut être aussi repérer des éléments bloquants, donc techniques, qui pourraient empêcher la prise en compte par les moteurs de recherche du site en question. Et ensuite, on va donc définir vraiment des termes précis sur le domaine d'activité des clients. Donc en termes de profil client, nous on a vraiment de tout. Ça peut être voilà, professionnel du BTP, donc poseur de filets de sécurité par exemple. Donc ça va être analyser tout ce champ lexical pour les positionner donc au niveau local, mais aussi au niveau national. Donc voilà, donc bien analyser au niveau des objectifs. Ensuite, on a toute la partie donc référencement payant, publicité digitale. Donc là, ça va être, on va passer par plusieurs régies. Donc Google Ads, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça va être sur la première page Google, vous avez des annonces vraiment en top position et la notion sponsorisée. Donc ça, ce sera ce que nous on va mettre en place. Sur la droite, vous avez un autre format de campagne. On va voir donc c'est du Google Shopping, des produits spécifiques. Ça, c'est un autre format de campagne, mais c'est des choses donc, gérées donc, via la régie Google Ads. Donc, pour mettre en place ce type d'action, ça va aussi passer donc, par un paramétrage, une partie technique, la création du compte et ensuite l'analyse des résultats en mettant en place des outils de tracking. Voilà, donc Google Analytics pour l'analyse des statistiques. Et évaluer donc les conversions directes, ça peut être donc la saisie de formulaire, ça peut être aussi, voilà, on peut être sur un objectif de prise de rendez-vous, si on a un site qui propose cette option. Ça peut être augmenter les visites en magasin, c'est le type d'objectif, d'action, de conversion qu'on peut mettre en place via Google Ads. Ensuite, pour la dernière partie, donc l'animation des réseaux sociaux. Donc on va passer, donc même chose, analyser l'existant, si les clients ont déjà page Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc élaborer une charte éditoriale en repartant de zéro, remettre en avant donc, les éléments de langage, bien lister les thématiques de publication et dans cette partie-là, on va élaborer un planning prévisionnel pour anticiper les contenus sur le mois d'après. Voilà, pour avoir une animation régulière sur un mois type.
Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Là, je sais pas si vous, en termes de réseaux sociaux, vous avez un Facebook, obligatoirement, même pas. On se fait vite prendre au jeu. Oui. C'est pas Sylvain. Oui, donc là, oui, en termes de réseau, pour la mise en avant de l'activité. Moi, je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Ouais, c'est un peu. Oui, après, nous, en général, sur les plannings, on acte au minima une publication par semaine. Comment vous arrivez à vous limiter? Parce que c'est limité potentiellement. Vous arrivez à cadrer, à dire pour une entreprise, elle me donne tant, moi je consacre tant de temps et après je déroule mon organisation par rapport à ça. On a un chiffrage de base qui va être fait dans le cadre de l'audit. Mais dans cette partie-là, on va analyser les besoins. Si par exemple le client n'a pas forcément le temps de prendre des photos, on va exprimer un besoin, de dire sur un mois, je vais avoir besoin de tant de photos pour mettre en avant une réalisation. Ça peut être un chantier. Ensuite, reportage de civil. Voilà, c'est ça. Ça peut être des interviews, s'il y a des articles sur des médias, etc. Donc c'est vraiment, on jauge en termes de ressources que le client peut avoir sur un mois type. Donc là, vous vendez une prestation sous une forme d'abonnement. C'est ça, voilà. C'est vraiment... ça permet de faire de la récurrence et de venir en complément de la prestation unique que vous allez faire sur la création du site. On va avoir des actions ponctuelles. Par exemple, si un client souhaite lancer un emailing, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place en ponctuel. Ce ne sera pas du récurrent sur le suivi. Par exemple, on a un temps de suivi, ça peut aller de 2 à 17 heures. Ça peut englober le référencement naturel, le référencement payant et l'animation des réseaux sociaux. Donc on peut avoir les 3. Donc là, on a plus de 15 heures. Et ensuite, on essaie de vraiment se fixer en se mettant d'accord dans le cadre de la présentation de l'audit. Écoutez, là, sur un mois, il faut une publication par semaine minimum. Donc là, on présente les choses un mois avant. Le planning, on anticipe. Donc ça nous permet de faire mieux. Mais on exprime le besoin déjà en disant il nous faut quand même de la matière pour alimenter ces réseaux sociaux. Voilà. Vous donnez une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, genre nombre de followers ou de ventes. Après ça, les objectifs, c'est quelque chose on peut définir. Ça, c'est pareil. C'est dans le cadre de l'audit, on va dire quels sont les objectifs à atteindre. Là, on a eu un cas récent, c'était une page Facebook qui était laissée à l'abandon, on va dire sur 6 mois, suite à la reprise, c'est un établissement, un hôtel. Là, il faut reprendre tout, vraiment... on n'a pas de base, quoi. C'est vraiment tout ce qui est paramétrage, on va le prendre en charge dans Aquios. Ensuite, redéfinir les moyens à disposition. Donc forcément, là, dans le cadre de l'audit, ça sera chiffré à plus que... définir une personne ressource en interne dans l'équipe, prête à prendre des photos, etc. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une estimation qu'on va faire dans le cadre de l'audit. Et bien sûr, après, c'est une prestation qui peut se réajuster. On peut, sur un mois, doubler le nombre de publications. Donc ça va être un chiffrage, on peut rajouter 2 heures, etc. sur du ponctuel. Une porte ouverte. Ouais, c'est ça. Si pour le cadre d'une opération spéciale, il y a nécessité en fait de lancer une newsletter, de mettre en place donc de créer vraiment de A à Z donc le template, le modèle, où là on va faire appel du coup à un graphiste, ou si c'est un visuel spécifique un peu plus travaillé type GIF ou vidéo, on va faire appel à nos collègues graphistes pour avoir un rendu visuel plus poussé. Et c'est des actions ponctuelles qu'on va chiffrer en dehors du suivi récurrent. En fait, il y a une base et après, tout est optionnel. C'est ça. D'accord.
On fait vraiment des propositions très précises dans le cadre de l'audit. Si pour une présence à un salon, etc., on peut faire un reportage photo, mais qui a une petite vidéo à créer, on élabore vraiment toutes les possibilités avec le client en lui disant là, ça va nécessiter un temps de création beaucoup plus important, et ensuite, voilà, petit temps de création, le brief vidéo à faire aux collègues graphistes. Voilà, c'est vraiment, on réajuste, mais en partant d'une base au minimum. Quels sont tous les métiers dans votre équipe? Parce qu'on a vu une partie de l'équipe. Il y a un graphiste aussi, je suppose. Oui, du coup, graphiste. Graphiste alternant, donc là ça sera plus axé sur la partie design du site. Nous on va solliciter, comme je disais, pour tout ce qui est création de modèles avec l'identité graphique d'une société pour les newsletters, et en fait en termes de publication on va mettre en place voilà, tel visuel. Si je veux mettre en avant un témoignage client, on va vous proposer ce type de visuel avec la photo de la personne si c'est possible, une citation, voilà, c'est les choses à mettre en place et avec qui, donc la graphiste, on va collaborer pour mettre en place ce type de visuel. Du coup. Vous voyez, il y avait, donc vous avez vu mes collègues développeurs. Oui. Après la partie e-commerce, on a e-commerce. Et chef de projet en termes de pôle principal. Voilà, je vais finir par un exemple Litri Battistini en termes de clients historiques qu'on a au sein d'Akios. Donc pour ce client-là, on a commencé vraiment par la création du site pur, et on a donc rebondi sur un ajustement donc la prestation par rapport à un suivi en communication. Donc on a la gestion des campagnes Google Ads, le référencement naturel, et depuis peu, donc là c'est dans le cadre de l'évolution de l'activité, où là le client a pris donc, du suivi pour l'animation Facebook. Donc là il y avait tout à créer. Les pages Facebook qui étaient laissées à la base. D'accord. Pareil. Donc, que j'ai dû récupérer. Voilà, donc l'élaboration de la charte éditoriale pour cadrer les prises de parole, et puis les visuels, préciser les besoins en termes de photos et de contenu. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, e-commerce, ça vous parle? Mais oui, le e-commerce, qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Hein, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a un i encore, c'est ça. Les mugs, les t-shirts. Le commerce électronique. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, le e-commerce, ça c'est plein de choses. C'est des sites e-commerce, c'est des marketplaces, et toutes ces choses-là, c'est le e-commerce. Nous, notre métier, c'est surtout faire des sites e-commerce de vente en ligne, et puis tout ce qui est acquisition de trafic, renvoyer des gens dessus. Donc ça c'est notre cœur d'activité, mais derrière on peut aussi avoir des clients qui font des marketplaces, qui font du Amazon, qui font du eBay, et on peut éventuellement les coupler avec leur site pour faciliter les ventes, des choses comme ça. Donc nous l'idée c'est quand même de prévenir sur le e-commerce, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui ne sont pas prêts à faire du e-commerce, à la fois en termes de compétences et à la fois en termes de business. Ils ont une activité traditionnelle et ils veulent se lancer dans le e-commerce. Mais sauf que le e-commerce a vraiment des spécificités qu'il faut prendre en compte avant de se lancer. Du coup, l'objet du pitch, c'est à la fois de dire qu'il y a des trucs qui sont vachement bien dans l'e-commerce, mais en même temps de dire qu'il ne faut pas y aller, faut pas y aller comme ça pour tenter le coup. Voilà. Donc les difficultés du e-commerce, ça va être la visibilité déjà, parce que vous êtes en concurrence nationale. Une boutique physique, il y a quelqu'un qui peut passer dans la rue et puis rentrer. Sur du e-commerce, si vous pensez au référencement naturel pour être présent, déjà si vous vendez un pull Puma par exemple, ou je sais pas quoi, dans votre boutique, il y a toujours des gens qui vont acheter. Si vous le vendez en ligne, il y a toutes les chances pour que vous soyez en 10e page de Google parce que tout le monde en vend, et il n'y aura jamais personne qui ira sur votre site. Donc il y a un vrai concurrence comme ça de visibilité qu'il faut vraiment prendre en compte. Il faut, au niveau du sourcing, c'est-à-dire avoir des produits que les autres ne vendent pas. Donc ça c'est vraiment pour la visibilité. Puis après en termes de coûts, de concurrence sur les tarifs, du coup vous êtes pareil en concurrence avec des gens qui vont acheter auprès des fournisseurs des grosses quantités, avoir des prix hyper agressifs, avoir une logistique hyper optimisée. Donc
aller se battre contre Decathlon, voilà, ça va être compliqué. Donc il faut avoir à la fois cette stratégie de visibilité et en même temps cette stratégie sur de l'achat, sur une négociation de prix, faut avoir de la valeur ajoutée, des spécificités. C'est comme n'importe quel élément commercial, il faut des spécificités, mais là c'est encore vraiment exacerbé sur du e-commerce. Par contre, les gros avantages, ça va être notamment la prise de commande facile. Donc ça, c'est vraiment le cas, par exemple, pour le B2B. Nous, on a des clients, de plus en plus de clients B2B qui viennent, donc c'est des pros qui vendent à des pros, qui viennent vraiment chez nous pour ça. C'est, par exemple, j'ai l'habitude, j'ai un réseau commercial, etc., qui vend mes produits, mais le fait d'avoir un support comme ça, sur lesquels mes clients peuvent se connecter et passer commande directement, c'est un gros facilitateur. Les stocks sont à jour, le client peut commander comme il veut, il peut avoir ses produits favoris, etc. Et ça, c'est vraiment pour le B2B un gain de temps, de fiabilité pour le client final, de fiabilité en interne, il n'y a pas d'erreur de prise de commande, des choses comme ça. Et vraiment, le B2B, c'est un point qui est vraiment... là, pour le coup, ça touche beaucoup plus large. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros spécialistes en marketing ou de choses comme ça. On utilise ces clients traditionnels, mais on les bascule sur une plateforme pour que ça facilite l'achat. On a des clients là qui sont rentrés depuis quelques mois. Ils font plusieurs millions. Ils ont basculé 30% de leur vente sur leur site, alors qu'ils n'en avaient pas avant. Ça fait 30 ans qu'ils existent, mais ils ne pensaient pas que leurs clients allaient suivre. Et 30% directement en quelques mois, alors qu'ils n'ont pas fait un... Ils l'ont transféré ou ils ont pas transféré. 30% de transfert. Après, bon, il y a de l'acquisition, mais ils n'ont pas travaillé sur de l'acquisition, ils ont vraiment travaillé sur du transfert pour faciliter en interne. En plus, c'est couplé avec leur ERP, les stocks sont synchronisés, ils n'ont plus de problème de... c'est vraiment un gros confort pour eux, quoi. Puis un gros gain de temps aussi. Les spécificités aussi, ça va être l'écosystème. Quand on vend en ligne, il faut appréhender un écosystème un peu spécifique. Les attentes des clients sont spécifiques, et puis il y a des fournisseurs, des choses comme ça qui vont être très différents et qui vont faire à la fois augmenter les taux de transformation et en même temps augmenter les marges. Surtout ce qui est taux de transformation, par exemple, ça va être les transporteurs. Les clients veulent de plus en plus de la livraison soit rapide, soit gratuite, soit en point relais. Du coup, il faut un peu naviguer entre tout ça. Certains vont avoir une mauvaise expérience avec un transporteur et puis ils voient la solution de transport sur le site, ils changent de site parce qu'ils n'aiment pas le transporteur, ça arrive. Donc il faut vraiment essayer de proposer plusieurs choses et puis d'étudier, etc. Ça peut être par exemple, moi mon transporteur en point relais, souvent c'est un petit peu moins cher, du coup je vais proposer la livraison gratuite mais uniquement en point relais, parce que ça joue sur ma marge, il y a la facilité, il y a tout, et puis du coup ça... Voilà. Et sur les solutions de paiement, ça va être la même chose. En fonction des pays, déjà il peut y avoir des approches de paiement qui font différence, c'est des solutions de paiement qui sont spécifiques par pays. Du PayPal par exemple, il va faire 30% de plus en Allemagne qu'en France. En Belgique, ça va être un truc qui s'appelle Ban Contact, que nous on ne connaît pas, mais c'est 80% des ventes en Belgique en e-commerce, c'est du Ban Contact. Du coup, si on va attaquer le marché belge, il faut avoir cette solution de paiement en ligne. Voilà. Et l'enjeu aussi, ça va être les commissions. Les commissions, ça peut être entre 0,5% du prix de vente sur la transaction bancaire à plus de 3%. Du coup, voilà, faut vraiment étudier tout ça. En même temps, du PayPal, par exemple, ça va être très cher, mais certains vont acheter que du PayPal. Du coup, il faut peut-être proposer du PayPal ou pas, en fonction des produits, en fonction du secteur. Et puis, si on le propose, peut-être le proposer, mais pas le mettre trop en avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut jouer. Et puis, il y a tout ce qui est législatif aussi. Il y a des règles spécifiques sur du e-commerce, sur les garanties, des choses comme ça, mais aussi à l'international, sur les règles de TVA. Il y a des seuils de paiement en TVA en Europe, par exemple en Belgique ou en Espagne, il y a des normalisations qui sont faites, mais si on vend moins de 10 000 €, on paye la TVA en France. Si on vend plus de 10 000 €, on est obligé de la payer en Belgique. Du coup, il faut faire attention à ces choses-là, surtout quand on vend à la fois sur un site, en même temps on vend sur eBay, on a des clients, choses comme ça, qui vendent à la fois sur le site, à la fois sur eBay, un petit peu sur ces discounts, machin. Du coup, faut naviguer entre tout ça pour pas se tromper et puis pas avoir de problème par la suite avec sa comptable. Comptables sont chauds. Ensuite, alors, des spécificités techniques qu'il faut prendre en compte, c'est on va dire
l'appréhension ou pas du support digital. Les gens qui se lancent sur du e-commerce et qui sont très très loin du digital, ça peut être très compliqué. Du coup, en fait, il faut avoir cette notion de ses limites et d'essayer de trouver un support digital qui soit adapté. En fait, il peut y avoir des solutions techniques qui sont très simples à utiliser, d'autres qui sont très complexes. Du coup, voilà, faut être conscient de son niveau et puis c'est sur les solutions qui sont adéquates. Nous, on a des e-commerçants. C'était quoi l'exemple que je donnais? On a les e-commerçants, c'est un grand groupe avec une équipe marketing en interne. Ils ont développé un site qui leur coûtait très cher. Ils se sont rendus compte que c'était impossible pour eux de l'utiliser au quotidien, gérer les commandes et puis les produits, trop compliqué. Ils nous ont refait faire un site rapido, beaucoup plus simple, beaucoup moins cher et puis qu'ils pouvaient utiliser au quotidien. Donc vraiment, même pour des gens comme ça qui sont dans le marketing, dans le digital, il peut y avoir des freins comme ça. Du coup, vraiment bien calibrer ça. Et si vous vendez par exemple sur les marketplaces, il peut y avoir des commerçants qui vendent que sur les marketplaces. En fonction du domaine d'activité, il y a des supports qui sont adaptés. Il y a par exemple, ce que j'ai te voir comme exemple, c'est j'ai quelqu'un qui était venu me voir qui vendait des pièces auto, mais des trucs électroniques, un peu des cartes pour trafiquer des trucs, enfin bref, des trucs un peu bizarres, mais des choses sur les compteurs, etc. Et lui, son marché, c'était eBay. Sur Amazon, il n'y a pas de marché, sur Cdiscount très peu, en site de vente en ligne très peu aussi. Par contre, il y a un gros marché sur eBay. Du coup, voilà, il y a des secteurs spécifiques, des marchés, des produits. Enfin, l'idée, c'est de mettre en adéquation tout ça. Et enfin, pour rentrer en ligne, voilà, il faut aussi cette stratégie digitale de marketing, c'est-à-dire que avoir un site qui est performant, avoir des produits qui sont rentables, c'est bien, mais derrière, il faut que les gens arrivent dessus. Donc, il faut cette valeur ajoutée du e-commerçant qui va être, ou alors il va se faire accompagner, où il y a des connaissances en interne et puis une stratégie. Est-ce que ça va être en réseaux sociaux? Mes clients vont venir parce que je fais des pubs sur Facebook. Est-ce que ça va être du marketing d'influence? C'est-à-dire que moi je suis très populaire sur YouTube, je fais un site de vente en ligne, les gens viennent parce qu'ils me connaissent. Ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être du référencement naturel. Je suis très fort en référencement naturel, ou du coup je suis premier sur Google, les gens viennent naturellement, ils transforment. Mais voilà, il faut une stratégie. Et pas se dire je fais un site de vente en ligne et puis je verrai après, quoi. Nous en moyenne, moi je dis à mes clients, si vous lancez, vous y connaissez rien, vous avez un budget, il faut faire x2, x3 par an sur votre projet de développement en budget marketing digital. Vous prenez un site à 10 000, envisagez pas de bien développer si vous ne mettez pas 20 000 euros par an de marketing. Donc il faut vraiment, avant de se lancer, voilà, prévoir du budget. C'est comme quand vous ouvrez une boutique, il y a des frais du local, quoi. Le web, faut pas croire que ça coûte moins cher que le physique. C'est surtout voilà. Par contre, si vous mettez les moyens, ça peut rapporter beaucoup plus. Ça peut rajouter beaucoup plus, c'est ça. Ça peut aussi faire perdre beaucoup plus. C'est la roue des trucs, il y a un peu en de fait. tout. C'est un peu voilà. Et puis les prix. C'est-à-dire que tu es en concurrence dès que tu cherches un article, quel qu'il soit sur Internet, tu as tous les prix qui s'affichent directement. Ça veut dire que la partie découverte que vous avez avec le client est hyper importante. Puis dans le suivi, c'est super important parce que nous, on a des clients, on les suit. Maintenant, quand ça fait un moment qu'on les suit, quand ils veulent rentrer un produit, ils nous demandent avant. Ils nous disent, cette marque-là, est-ce que j'y vais pas? On leur dit, t'y vas ou t'y vas pas? C'est trop concurrentiel. Le fournisseur, des fois, c'est le fournisseur, il vend en ligne. On lui dit, faut pas y aller. Sur d'autres, on va même des fois, ça peut arriver que c'est nous qui lui disons, ça serait bien que tu ailles sur celui-là, le produit. Voire même, il y avait un client où il a plusieurs sites, je connais bien son marché, je vois qu'il y a une partie de son activité qu'il souhaite un peu développer encore plus. Je vois qu'il y a un concurrent qui est bien positionné, qui est hyper spécifique. Je vois son site qui était un petit peu, voilà, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, la vente est désactivée, mais hyper bien référencé, hyper bien positionné. Du coup, je l'ai appelé, et puis il m'a dit que son site était en vente. Du coup, mon client l'a racheté, et puis c'est devenu son plus gros site de vente. Parce que c'était son produit. En plus, il avait déjà les fournisseurs sur cette thématique-là. Enfin, c'était royal, quoi. Et quel est le degré d'implication du client? C'est ça, quoi. C'est ça. S'il est prêt à y aller. Et puis ça dépend de son équipe, parce que des fois on peut avoir des clients qui sont pas
parfois ils sont tellement spécifiques qu'ils y connaissent pas grand chose, mais nous on arrive en support et puis on fait tout pour eux et puis ça cartonne. Et puis d'autres, parfois ils vont devoir des équipes marketing en interne et puis on arrive juste en support sur quelques parties et puis ça peut aussi... les grains de sable. C'est ça. Et puis des fois il y a des clients aussi qui s'écroulent complètement parce qu'il va y avoir des... soit le marché explose en termes de concurrence, il était tout seul, puis d'un seul coup il y a les gros qui s'y mettent, ou parce que les prix explosent. Et puis la période Covid, il y a eu des faux positifs aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, il vendait de la bouffe en ligne, les magasins étaient fermés, il a pris du plus 30, et puis derrière, tous les magasins réouvrent, le marché, voilà quoi. Les faux positifs. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de régulations là, ces derniers mois sur la vente en ligne, parce que ça sert un peu quoi. Ça a spéculé fort. Hein. Ah, moi j'en ai vu là qui faisaient leur projection, ils avaient plus 30, plus 30, plus 30. Et puis là ils ont juste fait comme l'année d'avant, sauf qu'ils avaient prévu plus 30 en stock. C'est pas mal. S'ils ont fait pareil. Il peut y avoir le faux positif de l'autre côté. Oui. Parce que du coup, ça. Mais sur un produit saisonnier, c'est très embêtant. C'était du saisonnier. Du coup, voilà quoi, des trucs de Noël. Du coup, voilà. Ça refourguait l'année d'après, des fois. Ouais, mais il n'a pas fait l'année d'après. C'était pas un client, mais c'était une connaissance. On a fait un petit truc pour lui. C'était des trucs de Noël. Il a pris cher quoi. Donc vous voyez des fois ce qui va se passer avant vos clients, en mettant un œil dans les stats. Oui. Vous les prévenez quoi. Oui. On essaye, maximum. Mais des fois, il y a des trucs où on n'est pas... les ambiances générales, ou des fois, il va y avoir des spécificités fournisseurs qui peuvent être très... Une réglementation qui se modifie. C'est ça. Ouais. Réglementation. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialistes sur Amazon. Pendant le Covid, il y a un moment, ils ont coupé pendant 3 mois Amazon. Ils ont interdit de la vente en ligne. Voilà. Hein. Quand on fait que ça, c'est un peu compliqué, quoi. C'est la jungle, si je peux me permettre ce jeu de mots avec Amazon. C'est pas mal celui-là. On va regarder. Je m'auto. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Écoute. Merci. Je vous ai pas complètement dégoûté, j'espère, de la vente en ligne. Absolument pas. Non, mais les effets sont dévastateurs des deux côtés, quoi. Par rapport à la vente traditionnelle, on peut avoir des résultats positifs. C'est ça. Puis des fois, il y a des trucs. En fait, il y a deux camps. En fait, il y a le côté fournisseur et le côté distributeur. Nous, des fois, on est côté fournisseur. Du coup, on regarde tout ce que les distributeurs peuvent. Comment on peut court-circuiter les distributeurs, et quand on est distributeur, côté distributeur, on regarde comment se protéger du fournisseur qui... il y a une vraie concurrence. Quand le fournisseur a jamais fait de vente en ligne, les distributeurs sont positionnés, ont cartonné, ils sont positionnés fort, et puis d'un seul coup, le fournisseur commence à faire de la vente en ligne, c'est un carnage. C'est Game of Thrones, en fait, c'est ça. C'est un carnage. C'est le jeu de pouvoir. Et puis le fournisseur a l'avantage de... souvent de la profondeur de catalogue, parce que même nous ça nous arrive même sur les domaines viticoles par exemple. Domaine viticole, l'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir les références sur plein de millésimes, des choses comme ça, du coup c'est intéressant. Par contre le distributeur, l'avantage c'est qu'il va être multi-fournisseur. Du coup quelqu'un qui veut commander plusieurs produits, il a meilleur temps de... Voilà. Du coup c'est des petites... Et puis de temps en temps on prévient aussi côté fournisseur, quand le fournisseur se met en ligne, s'il veut garder ses distributeurs, il ne faut pas qu'il fasse de concurrence déloyale. Du coup, il faut qu'il soit plus cher que les autres, s'il ne veut pas être emmerdé. Il y a une alliance quelquefois, pour garder aussi la vente physique. Parce que quand tu commences à faire de la vente digitale, ça veut dire que tu détruis ton distributeur. Non, mais c'est pour ça, moi quand je suis côté fournisseur, je n'hésite pas à leur dire qu'il faut que vous soyez plus cher que les autres distributeurs. Par contre, il faut faire un petit peu la police aux côtés des distributeurs qui fringuent un peu les prix. Il faut être complémentaire. On a eu un cas, c'était marrant, il faisait des compléments alimentaires. Donc son marché c'était la pharmacie, mais il voulait aussi faire de la vente en ligne. Du coup, lui, on a utilisé le fait qu'il fasse de la vente en ligne comme un point positif pour ses distributeurs physiques. C'est-à-dire que les gens, quand ils allaient sur son site pour commander un produit, il y avait derrière, quand ils rentraient leur adresse, il y avait le listing des pharmacies près de chez lui qui utilisaient le produit. Du coup, lui, quand il allait voir les pharmaciens, ils étaient super contents parce qu'ils étaient mis en avant. Ouais, c'est vertueux. Tu les renvoies directement, quitte à ce que ce soit... Ils n'ont pas les frais de port, machin. Donc il peut y avoir des stratégies complémentaires. C'est ça. Des fois, il faut un peu...
Eh bien, à propos de domaine viticole, la transition est toute trouvée. Nous, on va descendre. Alors, merci à vous. 17 minutes et 5 secondes.